Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, un engin explosif introduit par Daesh serait à l'origine du crash de l'Airbus russe le week-end dernier dans le Sinaï. Le gouvernement britannique privilégie aujourd'hui cette thèse. La Russie défiée par Daesh. Est-ce le prix à payer pour son engagement militaire en Syrie? Nous en débattrons, mais pas avant d'avoir reçu le chaman de Dieppe, l'ethno historien Jean Mallory, l'homme qui murmure à l'oreille des pierres, des chiens de traîneau et des peuples racines, comme il dit, du Groenland depuis plus de 65 ans. On le retrouve après son empreinte digitale par Marc-Antoine de Porrette. En tapant votre nom sur internet, on arrive sur jeanmallory.fr. Pour nous accueillir, une phrase de William Blake: rien n'est trop haut pour l'oiseau s'il vole de ses propres ailes. Et il faut bien reconnaître que dans votre genre, vous êtes un drôle d'oiseau qui vole très très haut. Après 2 premières expéditions au pôle Nord, en 1950, vous partez tout seul au Groenland à Thulé. Une mission géographique et ethnographique chez le peuple le plus septentrional de la Terre. Vous réalisez la généalogie d'un groupe de 302 Inuits afin de limiter les risques de consanguinité. En étudiant les liens de sang, vous nouez avec eux des liens du cœur. Le groupe a vu en moi une aventure personnelle et une aventure aussi scientifique. Et c'est ce qui fait que peu à peu, le groupe s'est agrégé à moi. Vous devenez, avec votre ami Inuit Kutsi Kitsok, le premier homme à atteindre en traîneau à chien le pôle géomagnétique nord. En 1955, vous publiez Les Derniers Rois de Thulé, le livre fondateur de votre collection Terre humaine. La pléiade d'une nouvelle ethnologie dans laquelle on retrouvera, excusez du peu, Claude Lévi-Strauss, René Dumont, Francis Huxley, Pierre-Jacques Elias et même Émile Zola. Pour ce dernier, ce sera évidemment une participation à titre posthume. 31 missions, pour la plupart en solitaire, vous devenez le défenseur des droits des minorités arctiques. Sur votre site internet, on vous découvre aussi conseiller international, ambassadeur de l'UNESCO et fondateur de l'Académie polaire d'État de Saint-Pétersbourg. Mais au fond, vous restez surtout un aventurier. Après 60 ans à parcourir l'Arctique du Groenland à la Sibérie, vous revenez avec cette longue lettre, un indignez-vous à la sauce Grand Nord, une ode à la résistance face à l'exploitation des richesses pétrolières et minières de l'Arctique. Un plaidoyer pour cette terre où vous comptez, paraît-il, vivre vos derniers jours avec les vôtres, le peuple inuit. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Elisabeth. Et bonsoir Jean Mallory. Excellent le portrait. Vous êtes content? C'est tout vous. Je vais vous répondre en inuktitut. Nuanorponga, kisiani paralu, krevitokamat inua, perarpa. Merci, je suis content, mais méfions-nous. Les esprits sont autour. Ah oui. Et ils pourraient nous capturer. Ah, car vous êtes animiste. On va en parler tout à l'heure. Jean Mallory, je crois qu'on peut le dire, vous êtes un géant. Et vous publiez cette lettre à un Inuit de 2022. 2022, est-ce que ça n'est pas l'année où vous aurez 100 ans, Jean Mallory? Je suis dans les Pourquoi nuages. cette date? Je suis dénué. Je parle à mes compagnons inuits. Alors, vos compagnons Inuits, Jean Mallory, ils sont à peu près 150 000. Et ça va mal pour eux. Et vous les défendez, et vous les soutenez, et vous les aimez. Vous savez, c'est une histoire héroïque. C'est une civilisation héroïque, vous dites. C'est une civilisation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a d'héroïque? Je dis, madame, c'est un immense progrès qui s'est fait dans les 40 ans. On le doit à Marcel Griot, à Claude Lévi-Strauss. Ces sociétés primitives ont le droit d'être appelées des civilisations. Elles ont une pensée sauvage, comme disait Claude Lévi-Strauss. J'irais, Lévi-Strauss s'est intéressé aux structures de la parenté. Moi, je me suis intéressé parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Je suis en intimité si profonde, en immersion, que je suis avec des hommes qui viennent de connaître des famines, des hommes violents. C'est mon milieu, c'est ma famille. Je m'y retrouve. Je ne dis pas que je déteste la société dont je viens. Elle ne me concerne pas. Alors, mais pourquoi lancez-vous un appel pour ces Inuits? J'ai un appel parce qu'ils répondent à l'anxiété que nous avons tous. À quoi servent nos vies? Quel est le sens même de cette existence? De fait même qu'en tant qu'homme, je vais vivre 60 ans, 30 ans, 80 ans. Oui, mais là, c'est un appel d'Inuit, M. Mallory. C'est un appel d'Inuit que vous lancez. Pourquoi les Inuits? C'est parce que concentrez-nous sur les Inuits. Il y a un instinct, une pression sauvage qui m'a conduit vers eux. Je voulais aller à Thulé. C'est le peuple le plus au nord. Mais c'est eux qui m'ont construit. Qu'est-ce qui les menace aujourd'hui? Comment? Qu'est-ce qui les menace aujourd'hui? De quoi ils doivent se protéger? Contre quoi ils doivent se rebeller?
très grave, c'est de l'intérieur. Ils découvrent qu'on les a trompés. D'abord, on les a, comme on dit, civilisés. C'est en les convertissant. Je n'en veux pas aux missionnaires luthériens, mais qui ont passé leur temps à les révéler que leurs maîtres, les chamans, étaient des sorciers, que tout ceci était absurde, et qu'il y avait une autre vision du monde, avec le sens du péché originel, du bien et du mal. Et dénaturés, les voilà-t-il pas qu'ils découvrent dans la société moderne, car le Groenland pourrait être indépendant, qu'ils découvrent que le christianisme européen est d'une hypocrisie scandaleuse. Mais concrètement, ce qui a changé pour les Inuits? Tout. Ils ont découvert qu'on les a trompés, que d'abord, en les dénaturant, on les a éloignés de ce qui les fondait, c'est-à-dire leurs aïeux. Ce chamanisme, cette relation singulière, quasiment mystique qu'ils ont avec la glace. Si vous étiez avec moi, si vous chassiez... C'est à Noël, allons-y. C'est pas quand le gibier va apparaître, c'est avant. Avant, ça veut dire qu'il faut se vider de soi, entrer dans la nature, comme le préconisait Rousseau, se naturer. Et à ce moment-là, dans ce vide intérieur, être en relation avec leurs parents, car ils ont la conviction qu'ils ont eu un passé hybride. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où ils étaient dans un fœtus... Alors, revenons... Laissez-moi terminer. Oui. Un fœtus avec l'animal, avec l'ours. Ils vivaient ensemble. Bon, ça a changé. Ça a changé. Et ils ont changé quand ils se sont dressés, qu'ils sont devenus des hommes debout. Alors, ils ont compris que leur existence devait se traduire par la chasse de l'animal, de tuer... Passons de l'âme à la vie de tous les jours. Monsieur Mallory. 10 000 ans. Oui, Monsieur Mallory, là, comment ils vivent les Inuits? En lisant votre livre, on apprend qu'ils se suicident énormément, qu'ils sont victimes d'alcoolisme, qu'ils vivent dans des bars. Est-ce que vraiment... Ça, c'est récent. C'est 10 000 ans d'une histoire héroïque, mais heureuse. J'ai été dans des régions, il y avait des famines, c'était difficile. Ils me disaient... C'est notre histoire, mais la nature un jour sera généreuse. Et ne voilà-t-il pas qu'on leur apprend une autre histoire? Un mode de vie. Il faut exploiter l'Arctique, qu'il y a du pétrole, qu'il y a du gaz. Les Chinois sont extrêmement intéressés par l'uranium du Groenland. Le président de la Corée est venu au Groenland. Et les Inuits qui voudraient être indépendants et se gérer sont en même temps pollués par des idées nouvelles. Or, la jeunesse, qui est l'expression même de l'avenir, ne veut pas de cette société matérielle que nous représentons, qu'ils découvrent à Copenhague, qu'ils découvrent en Europe. À la COP21. Alors, ils se suicident. Ils se suicident. Jean Mallory, vous défendrez leur cause et leur couleur blanche à la COP21. Pouvez-vous le faire? Qui peut le faire? Peuvent-ils le faire eux-mêmes? Si je suis ambassadeur à l'UNESCO pour l'Arctique, je suis le seul. Oui. Mais j'attends l'invitation pour la conférence. Vous n'avez toujours pas reçu? Pas reçu. Et je fais partie du comité d'honneur de Survival International, qui regroupe tous les autochtones dans la même situation, Australie, Afrique centrale, Mélanésie. Aucune invitation n'aurait été adressée. On aurait peut-être pu s'enquérir de la pensée des autochtones qui vivent, comme vous l'avez dit si justement, naturés, qui ont une perception profonde, intime, sensorielle avec la nature. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce chose? Des êtres naturés et non pas dénaturés. Alors, Jean Mallory, Nadia voudrait évoquer avec vous la présence russe dans les grands territoires glacés du pôle Nord et de l'Arctique. Parce que vous avez cité plusieurs pays qui sont intéressés par le Grand Nord et il y a effectivement la Russie qui a mis toutes les chances de son côté pour jouir pleinement de ses richesses. Ils l'ont démontré ces derniers mois. En août dernier, la Russie a revendiqué plus d'1 million de kilomètres carrés dont elle réclame la souveraineté. Elle est aussi en train d'installer une base militaire, une gigantesque base militaire dans laquelle les troupes devraient séjourner en permanence. Et évidemment, on le sait, ce qui aiguise l'appétit des Russes, ce sont les incroyables réserves de gaz et de pétrole que vous évoquiez. On sait également que double
WWF a réclamé à Vladimir Poutine un moratoire de 10 ans sur le développement de projets pétroliers. Il n'a pas répondu. Étrangement, vous les connaissez bien, les Russes. Vous aimez la Russie. Vous avez dit que la Russie était votre seconde patrie intellectuelle. Est-ce que vous avez des contacts qui pourraient vous permettre de tempérer cet appétit russe ? Je les ai depuis 1959. Vous leur parlez de ça, de ce qu'ils sont en train de faire ? J'ai été nommé à la première chaire polaire de l'histoire de l'université française et j'ai reçu aussitôt, ainsi que mon président Fernand Braudel, une invitation pour me rendre à Leningrad et de nouer des accords étroits. 59, nous sommes sous Khrouchtchev. Et j'ai eu des relations constantes avec cette Russie soviétique. Et la Russie aujourd'hui Et La Russie de aujourd'hui, Poutine, alors. Ils se sont accentués, au point tel que j'ai été nommé à la tête d'une expédition extraordinaire en Tchoukotka, qui m'avait été interdit pendant 30 ans. C'est la Sibérie. J'ai découvert en Sibérie orientale, dans cette pointe qui tend en quelque sorte la main vers l'Alaska, Karnak, Stone Age, qui au XIVe siècle témoigne avec une extraordinaire intelligence d'une science des nombres. Mais comment est-ce qu'on peut empêcher les forages aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Laissez-moi terminer. Donc j'ai découvert que ces peuples avaient donné la preuve qu'ils avaient une science cosmodramaturgique des rapports entre la Terre et le cosmos. C'est des squelettes de Ils baleines savent pas qui lire et étaient mis, écrire. hein, c'est ça. Hein. Et quand j'ai fait un rapport à l'école du parti, nous sommes sous Gorbatchev, sur cette découverte, j'ai déclaré il faut une école des cadres pour faire face à cette découverte. Et on crée l'Académie polaire d'État, qui est le plus puissant organisme de formation des peuples. Ils sont 26 ethnies, ils sont à peu près 400 000, pour qu'ils soient des écologistes, qu'ils aient à se défendre contre ces propositions, ces avancées des oligarques, du pouvoir, car il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a la route maritime, il y a l'armée, mais il y a aussi ces peuples. Donc cette Académie polaire d'État, dont je suis le fondateur, le président à vie, a pour but de former des écologistes qui résistent. D'accord, mais vous, est-ce que vous avez obtenu de Poutine quelque chose qu'il fasse qu'il y ait moins d'exploitation du Grand Nord ? Vous n'avez pas répondu à cette question. Eh bien, je vous réponds, c'est encore plus extraordinaire que je ne le pensais. Il y a 2 mois, le gouverneur de Saint-Pétersbourg m'a offert un quasi-palais en bordure du grand canal Fontanka de 40 000 m² pour créer un institut arctique Jean Mallory. Et ben voilà. Bah, bravo. On y est. Mes idées À suivre, Jean Mallory, une affaire à suivre. Merci d'être venu témoigner pour les 150 000 hommes, femmes et enfants inuits, auprès desquels, d'ailleurs, vous serez inhumés d'ici quelques dizaines d'années à Tulé, dans le Grand Nord, car vous êtes vous-même animiste et un peu chaman. Merci Jean Mallory. Je rappelle votre ouvrage « Lettre à un Inuit » de 2022 et place au débat. Selon les Britanniques et les Américains, un engin explosif pourrait avoir été placé dans l'avion russe qui a explosé au-dessus du Sinaï ce week-end. Revendiqué par Daesh en riposte au bombardement russe en Syrie, l'attentat, si c'en est un, fragilise-t-il Vladimir Poutine face à son opinion publique ? Ce tribut de sang est-il le prix à payer pour le président russe ? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Breaking news. New evidence indicates it was likely a bomb that brought down that Russian plane. The latest theory is that ISIS put a bomb on board of Flight 9268. Les 224 personnes décédées dans le crash du vol Sharm el-Sheikh-Saint-Pétersbourg il y a 5 jours sont-elles les victimes d'un attentat ? Depuis 24 heures, la piste terroriste est privilégiée par Washington et Londres. Le Royaume-Uni a suspendu ses liaisons aériennes avec la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh. Les milliers de touristes britanniques encore sur place sont rapatriés d'urgence. Des mesures de précaution que David Cameron a justifiées en recevant le président égyptien en visite à Londres. On ne peut pas être certain que l'avion de ligne russe a été détruit par une bombe terroriste. Mais il semble de plus en plus probable que ce soit le cas. L'État islamique et sa branche égyptienne ont revendiqué à 2 reprises être à l'origine du crash qui a coûté la vie à 214 ressortissants russes. Vladimir Poutine paye-t-il le prix de son offensive militaire contre l'État islamique en Syrie ? En attendant les conclusions de l'examen des boîtes noires, le chef du Kremlin se refuse à toute spéculation. Tout doit être fait pour élucider ce qui s'est passé.
pour que l'on puisse réagir de manière appropriée. Choqué, probablement embarrassé, comment Vladimir Poutine, l'allié de toujours de Bachar el-Assad, pourrait-il réagir si la thèse de l'attentat était confirmée? Face à l'État islamique, quelle serait cette riposte russe appropriée? Bonsoir tous les trois. Camille Grand, bonsoir. Vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Selon vous, Daesh a réussi à fragiliser l'Égypte et à se poser en défenseur des Syriens, de la population syrienne, contre la Russie. À côté de vous, Cécile Allegra, bonsoir. Vous êtes grand reporter. Vous avez remporté avec votre camarade Delphine Deloget le prix Albert Londres 2015 pour un documentaire assez impressionnant, voyage en Barbarie sur le parcours des survivants des camps de torture dans le nord-est du Sinaï, région que vous connaissez bien, que vous avez arpenté plusieurs fois. Pour vous, les cellules djihadistes présentes dans le Sinaï, justement, rivalisent d'ingéniosité pour prouver qu'elles peuvent faire aussi bien que l'État islamique en Syrie. Et à côté de vous, Wassim Nasr, bonsoir, vous êtes journaliste sur France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Vous estimez que la stratégie de communication de Daesh enfonce les Égyptiens et les Russes, dans le déni, mais qu'ils seront bien obligés un jour ou l'autre de reconnaître et d'attester de la réalité. On démarre avec une question d'un internaute, Nadia. Oui, une question très intéressante. La voici. Comment se fait-il que les frappes de l'OTAN n'aient pas engendré de telles conséquences? Camille Grand, ça fait des mois que la coalition internationale qui est emmenée par les États-Unis bombarde Daesh en Irak, en Syrie. Il n'y a jamais eu de représailles d'une telle ampleur. Ce n'est pas des frappes de l'OTAN, puisque la coalition est une coalition ad hoc, mais de fait, ce qu'il y a eu, c'est des assassinats d'otages, qui étaient des exécutions d'otages. Il n'y a pas eu de frappe terroriste du même type contre un avion occidental. C'est difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que la stratégie de l'État islamique en Syrie et en Irak était jusqu'ici vraiment centrée sur cet espace territorial. C'est ça qui est impressionnant dans cette attaque, c'est qu'on voit le déplacement en dehors de la zone centrale, et pas seulement par des actions comme celles qu'on a connues à Paris ou à Copenhague, d'individus radicalisés et qui sont auto-affiliés en quelque sorte à l'État islamique, mais bien d'une opération qui est montée, revendiquée comme étant liée au... Et pourquoi le Sinaï, Cécile Allegra, vous connaissez bien le Sinaï, pourquoi faire une attaque à partir du Sinaï? Est-ce que c'est parce que l'aéroport de Sharm el-Sheikh est une passoire, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Est-ce que vous nous expliquez un petit peu? Non, je pense, nous on a été les dernières à rentrer, à sortir du Sinaï au moment où c'était encore possible. Ce qu'on a vu, c'est une politique de la terre brûlée. J'oserais dire que si... Ça veut dire quoi une politique de la terre brûlée? C'est-à-dire qu'il y avait des bombardements extrêmement violents et qui visaient très clairement à évacuer toute une portion de cette zone du nord-est du Sinaï qui est frontalière avec la bande de Gaza. Ça, on l'a vu, on y est allé 2 fois et on l'a vu à chaque fois. Et donc, je pense que si il est avéré que les cellules djihadistes arrivent à s'introduire à Sharm el-Sheikh pour poser une bombe, d'après ce que je vois, c'est beaucoup plus inquiétant que s'il s'avère qu'il y a eu un tir dans le nord-est du Sinaï, parce que les cellules djihadistes ont déjà tiré sur une vedette égyptienne, ont déjà prouvé qu'ils avaient les moyens et l'armement pour arriver à attaquer. Cette hypothèse est plutôt exclue pour le moment. Et la revendication de l'État islamique, c'est plutôt dire nous avons réussi à faire tomber. Ils n'ont pas dit nous avons tiré. C'est vrai, mais ce que je voulais simplement rappeler, c'est que ce n'est pas improbable qu'ils aient l'armement pour arriver à commettre ce genre d'acte. Wassim Nasr, c'est une branche égyptienne de l'État islamique qui s'intitule Province du Sinaï. Qui sont-ils? Oui, mais il faut arrêter de penser en termes de branches. Il y a l'État islamique qui est présent en Libye, en Tunisie, au Sinaï, en Irak, en Syrie, au Nigeria, en Afghanistan et même au Bangladesh. Bientôt. Oui. Voilà, pas bientôt. Ils ont attaqué la police hier au Bangladesh. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder. Ils mènent un djihad global. Ce n'est pas une filiale de l'État islamique. C'est Ansar Bayt al-Maqdis qui a voué allégeance à l'État islamique et donc qui dépend de l'État islamique. Et ce qui dénote avec les attaques qu'il y a eu à Paris, qui étaient des échecs, donc de loups solitaires, de gens qui ont réussi à motiver, on voit en Tunisie, l'attaque qu'il y a eu sur la plage avec du bardeau, ils les ont revendiqués en bonne et due forme. Donc c'était des opérations montées. Ce qui est le cas aujourd'hui de ce qui s'est passé avec l'avion russe au Sinaï. Et ce qui a été dit, et c'est bien de le dire parce qu'on ne l'entend pas assez souvent, les mesures donc, de l'armée égyptienne depuis la prise de pouvoir de Sisi ont fait que c'est devenu contre-productif. Parce que des villages à Rafah ont été détruits, parce que les tunnels via Gaza ont été inondés, donc des trafics ont été arrêtés, des intérêts ont été touchés, ce qui veut dire que l'assise populaire des djihadistes au Sinaï grossit. Même Al-Qaïda a annoncé la constitution d'un groupe au Sinaï il y a encore 3 semaines, je pense. Donc,
c'est toujours la même équation. Il y a répression, c'est contre-productif, et ça grossit les rangs des djihadistes. Et donc, qu'un employé de l'aéroport de Sharm el-Sheikh, qui aurait peut-être perdu quelqu'un, ou pour un intérêt quelconque, aurait aidé l'État islamique à faire cet attentat, ce n'est pas du tout exclu. Très vraisemblable. Et en termes d'armement, ils ont des Igla, des Sam-7, qu'ils ont réussi à avoir depuis la Libye, et qui peuvent descendre des avions à basse altitude. Ils ont descendu un hélico de l'armée égyptienne sous la bannière Ansar Beit al-Maqdis en 2013, donc ce n'est pas du tout exclu. Ils ont même descendu un F-16 au-dessus de Raqqa en 2014, avec une mitrailleuse lourde. Donc ce genre de choses peut arriver. Un bémol avant les revendications. Non, juste sur les Nadia. capacités militaires, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas aujourd'hui de missiles solaires qui peuvent abattre un avion de ligne à 10 000 mètres. à 10 000 mètres d'altitude. Bien sûr, on parle du talent des soldats russes infiltrés en Ukraine. Voilà. Ils ont des manpads. Mais ils ont des moyens qui sont plutôt des moyens de combat tactique sur des hélicoptères, des avions de combat. Donc ça, je veux pas. On est dans un paysage qui est pas très rassurant déjà. Je crois qu'il ne faut pas aller jusqu'à l'étape où on pense que tous les vols, les survols de la région... Abattus à 10 000 mètres d'altitude. Mais à basse altitude, au décollage ou à l'atterrissage de Sharm el-Sheikh, ça peut arriver. D'accord, 23 minutes après le décollage. Nadia, le point sur 2 revendications. Oui, il y a eu 2 revendications et peut-être même 3 si on compte une vidéo qui a été postée cette semaine depuis l'Irak. La première revendication, c'était le 31 octobre. Elle a été traduite en français, également en russe. Il est écrit clairement que, je cite, les soldats du califat ont réussi à provoquer le crash. Le communiqué parle également de croisés russes. Et puis le 3 novembre, Daesh a mis en ligne une vidéo qui a été tournée à Mossoul sur laquelle on voit un homme de type slave s'exprimer en russe et revendiquer la responsabilité de l'État islamique dans le crash, féliciter ses frères de l'État islamique. On a aussi des photos assez stupéfiantes de sucreries, de distribution de sucreries à Mossoul pour célébrer le crash. Et puis hier, une nouvelle revendication officielle, un message audio, cette fois dans lequel on entendrait un certain émir Abou Sama l'Égyptien, c'est bien ça. Le titre de ce message, c'est « C'est nous qui l'avons fait tomber, mourrez de votre rage ». Et puis le message, en dehors de cette revendication, comporte assez peu d'informations. En revanche, on voit clairement que l'État islamique défie les experts, fait une sorte de teasing. Ils diront comment ils les ont fait, quand ils les ont fait. Ça fait partie de leur mode de communication. Ils diront pas. C'est du storytelling et je ne vois pas pourquoi ils vont aider les enquêteurs à trouver. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont mis au point une technique parfaitement innovante ? Peut-être, parce qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler des explosions propres, donc en provoquant la dépressurisation de l'avion, mais je pense plutôt que c'est une bombe qui a été posée dans la soute. Mais en ce qui concerne cette dernière revendication audio, déjà c'est un émir du groupe, donc c'est par sa voix est connue. Par les canaux officiels. Et de deux, il a donné quand même un élément dans le communiqué en disant que ça tombe jour pour jour pour l'anniversaire des 1 an de l'allégeance d'Ansar Beit al-Maqdis à l'État islamique. Il n'y a jamais eu de revendication qui n'a pas été avérée. En tout cas, voilà, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre propagande de l'État islamique, ça veut dire tout va bien en califat, rejoignez-nous, c'est génial, et une revendication. Ils n'ont jamais revendiqué quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un espace médiatique hyper réduit. Ils ne peuvent pas être invités sur votre plateau. Donc voilà, ils se contentent d'Internet et des réseaux sociaux. Ils réussissent pas mal. Et des réseaux sociaux. Donc ils se doivent, par pragmatisme, de coller à la réalité. Sinon, ils vont perdre leur public. Rappelez-vous les talibans qui ont caché la mort du Mollah Omar. C'est un sacré coup pour leur communication. En tout cas, c'était une occasion qu'ils attendaient depuis longtemps, puisque jusqu'à ce que Ansar Beit al-Maqdis ait adhéré, a fait allégeance à l'État islamique, la rébellion djihadiste dans le Sinaï passait complètement sous le radar médiatique. Bien que elle faisait beaucoup de morts, et Ansar Beit était extrêmement active et revendiquait systématiquement les attentats. Y compris contre le gouvernement de Morsi. Alors, contre parlons un petit peu avec vous des conséquences terribles, sur un plan économique en tout cas, pour l'Égypte. Pour l'Égypte, le chiffre du jour, donc 10 comme 10 millions, c'est 10 millions de touristes qu'il y a encore en Égypte, mais il y a 5 ans, ils étaient 15 millions, et ça tombe très mal puisque l'Égypte était en train de lancer une campagne promotionnelle pour le tourisme dans son pays, espérait atteindre 20 millions en 2020, c'est naturellement raté. Alors, Cécile Allegra, on n'allait plus auprès des pyramides, on n'allait plus dans la vallée du Nil, mais Sharm el-Sheikh c'était encore protégé visiblement, puisque beaucoup de Britanniques y sont, beaucoup de Russes y étaient. Est-ce qu'il faut éviter Sharm el-Sheikh ? Est-ce que c'est normal d'évacuer tout le monde comme le font les Britanniques tout de suite ? Je pense que là, les compagnies aériennes ont donné la réponse. Elles ne veulent plus survoler l'espace aérien. Je pense que c'est tout à fait clair. Elles veulent plus survoler ou ne plus aller à l'aéroport de Sharm el-Sheikh ? Elles ne veulent plus aller à l'aéroport non plus. Je crois que là, c'est tout à fait clair. Et d'ailleurs, il y avait eu des bus de gens qui passaient, qui avaient été visés. La station d'Elat en Israël a été visée par plusieurs tirs de roquettes. Ça fait très longtemps que la situation est quand même bien pourrie, a déjà pourri sur pied. Donc je pense que là, l'État égyptien paye le fait que ça fait 4 ans que cette situation s'envenime, qu'il est très
très gêné aux entournures. C'est de la faute de Sisi, c'est la faute de l'État égyptien. Non, mais c'est la faute d'une politique répressive, du tout répressif qui existe. Mais déjà à l'époque de Morsi, lorsque l'armée a évacué... À l'époque de Moubarak, il y avait des rafles. Il faut rappeler que les Bédouins, il y en a quand même 400 000, sont des citoyens de seconde zone, qui n'ont pas de papier d'identité, que l'État égyptien a fait de multiples promesses pour développer cette région, qu'ils n'ont jamais tenues, et que donc, effectivement, il y a Camille Grand, sur un plan stratégique, sur un plan stratégique, ça signifie quoi cet assèchement économique? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réponse apportée par un régime fort? On peut dire que c'est un régime fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est inquiétant, c'est que ça montre les limites du modèle que Morsi essaie de vendre au reste du monde. C'est-à-dire que Sisi essaie de vendre, dans la mesure où il nous explique qu'il fallait un État fort et qu'il allait tenir l'Égypte face à la menace djihadiste, que ça justifiait à la fois le coup de force originel et la politique de répression très forte. Et là, d'une certaine manière, l'État islamique dit votre truc ne marche pas, et on arrive même dans les endroits réputés sécurisés, parce que Sharm el-Sheikh était réputé sécurisé de ce point de vue-là, à mener une attaque. Donc vous êtes finalement aussi incapable que des États plus faibles, comme la Tunisie par exemple, avec l'attaque de Sousse, de résister à ces attaques où finalement il suffit d'une très médiatisée et très visible pour renverser à la fois la campagne sur le tourisme, mais même l'image d'une Égypte entre guillemets sécurisée, en tout cas dans les zones touristiques. Et qu'est-ce qu'il peut espérer à Londres, le maréchal Sisi, qui va voir David Cameron? Les Occidentaux vont le soutenir jusqu'au bout. Mais là, en fait, les États-Unis ont déjà fourni un support militaire très fort depuis le début des opérations. Donc déjà, ils gagnent ça. Le renforcement. Le problème de ces régimes, c'est qu'à l'international, ils demandent de l'aide pour faire du contre-terrorisme. Et au niveau local, ils nient l'existence des groupes terroristes ou la puissance des groupes terroristes chez eux. Ils minimisent, c'est comme ça. Donc c'est vraiment contradictoire. Et du coup, il faut prendre ce que je répète à chaque fois. Le problème djihadiste aujourd'hui, que ce soit dans l'Égypte ou ailleurs, c'est un vrai problème sociopolitique. Ce n'est pas juste un problème sécuritaire. Ça veut dire qu'il y a des vrais viviers populaires. Il y a des vraies causes, que ça soit en Occident ou en Orient. Il faut rappeler que dans le Sinaï, l'armée est tellement mal équipée, les Apaches sont tellement vêtus. Les Apaches égyptiens. Les Apaches, les hélicoptères Apaches, que les tirs sont tous sauf ciblés. Donc ça ravage. Il y a des dommages collatéraux qui sont impressionnants. Et ça provoque l'adhésion d'une partie de la population. Évidemment. Quand des villages de Rafah sont bombardés à l'artillerie lourde avec les F-16, on peut bien s'imaginer que ça va grossir les rangs des djihadistes. Quand les frappes de drones au Yémen grossissent les rangs d'Al-Qaïda, c'est une équation qui prévaut depuis des dizaines d'années et personne n'en tire les conclusions. Alors, sur la Russie, si on passe sur la Russie, comment Poutine va-t-il réagir après tout cet attentat? Pour le moment, il le nie. Alors, ce qui est intéressant dans la communication des dernières 48 heures, c'est qu'on a l'hypothèse de l'attentat qui est renforcée par des déclarations américaines et britanniques. Et qui est niée des deux côtés, par Sisi et par Poutine. Des Égyptiens qui, pour des raisons évidentes, espèrent encore réussir à démontrer que ce n'était pas un attentat, mais un accident. Et des Russes qui sont un peu sur cette ligne, avec, on l'a vu, la compagnie aérienne russe qui commence à expliquer, mais non, on a mis au sol tous nos A300, nos Airbus A321 pour vérifier. Ils vont se vanter d'avoir une panne technique bientôt. De manière à essayer d'évacuer cette hypothèse. Mais il semble, tout semble concorder pour mettre ça en scène, comme les revendications de l'État islamique et l'enquête des experts manifestement dans cette direction. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à l'enquête russe? Parce qu'on va avoir une enquête américaine, une enquête d'Airbus, une enquête des Égyptiens, une enquête des Russes. Alors, est-ce que tout ça concourt à avoir la vérité, ou tout le monde peut-il cacher ce qui s'est passé? Souvent, dans ces crashs d'avions, que ce soit des accidents ou des attentats, on finit par avoir la vérité. Parce qu'il y a plusieurs parties dans l'enquête. Le bureau enquête accident français y est parti en tant que pays du constructeur. Donc, tous ces gens-là, on va pas... Il ne faut pas céder à la théorie complotiste, on va nous cacher tout. Ça va être difficile de cacher pour les Égyptiens ou les Russes, s'ils le souhaitaient, d'invalider l'hypothèse de l'attentat. Alors, les djihadistes n'ont pas dit encore comment ils l'ont fait. Ils peuvent encore sortir une petite vidéo, une petite photo de voilà comment on l'a fait et contredire
toute Alors, expertise. Hein. je vous propose qu'on s'attarde sur la personnalité d'un certain Alexandre Bastrykine, qui est une sorte de procureur et parfois exécuteur des basses œuvres de Vladimir Poutine. C'est cet homme qui est en charge de la fameuse enquête sur l'explosion de l'Airbus de la compagnie Metrojet. Thibault Nolte, le son à main nu. Quel courage dans Bang Bang. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que l'enquête sur le crash de Sharm el-Sheikh progresse, la Russie a dépêché sur place son pire limier. Alors, faut-il dépressuriser Alexandre Bastrykine? Alexandre Bastrykine est chef du comité d'enquête russe. Un monstre juridico-policier de 21 000 employés, dont 8 000 enquêteurs, plus puissant que le FSB. Un gourdin politique dans la pogne exclusive de Poutine, capable d'éliminer toute opposition sous un vernis légal. Oui, Vlad. 20 ans en prison, 20 ans en prison. Réplique d'une machinerie créée par Pierre Legrand, ce comité n'a aucun contre-pouvoir et obtient 99,6% de condamnation devant les tribunaux. L'ex-oligarque roi du pétrole, Mikhail Khodorkovsky, les punkettes chantantes Pussy Riot ou l'opposant Alexei Navalny ont tous été bastrykinisés. Alex a aussi enquêté sur les 7 meurtres qui ont décimé la rédaction du journal d'opposition Novaya Gazeta. En 2012, agacé par un article du journal, Alex a emmené son rédacteur en chef dans les bois, l'a menacé de mort et ironisé sur l'idée qu'il serait chargé de l'enquête sur son assassinat. Mais bien sûr que tout peut critiquer, mais il faut pas le faire. En août, il a aussi bidonné un rapport sur l'Ukraine avec une photo truquée. Puis il a accusé le Premier ministre ukrainien, un crâne d'œuf manucuré, de cacher un passé de terroriste et tortionnaire tchétchène. Désormais, ce greffon de shérif de Nottingham et d'inspecteur Clouseau enquête sur le crash de la Metrojet. La panthère rose transpire déjà. Et tout ça sur la musique d'Henri Mancini. Wassim Nasr, une question. Il paraît qu'il y a 2000 à peu près djihadistes russophones au sein de l'État islamique et on a vu quelqu'un qui parlait en russe dans une des vidéos de revendication. Qu'est-ce que ça dit sur la relation entre Poutine, la Tchétchénie, le Caucase, les islamistes? Ça dit déjà que Poutine, avant de s'engager en Syrie, il aurait dû régler le problème qu'il a chez lui. Parce qu'effectivement, on n'entend pas beaucoup parler des factions djihadistes en Tchétchénie, au Daghestan, alors qu'il y a des opérations, qu'ils existent. Des opérations contre ces factions. C'est pas parce qu'il y avait plein de Russes des républiques caucasiennes et autres qui étaient partis en Syrie qu'ils les combattent encore plus. Mais le djihad au Caucase, il date des années 90. Oui, non, mais bien sûr. C'est l'inverse. Est-ce qu'il n'avait pas émigré aussi en Syrie? Non, il y a eu certains qui ont émigré, mais ce n'est pas la génération des anciens qui ont combattu en Tchétchénie, hein, pas du tout ça. Il y a des jeunes qui ont rejoint, mais il y a des russophones, il y a des républiques soviétiques, mais bon, c'est comme partout, hein. C'est pas spécifique à la Russie. Donc c'est pas en les combattant en Syrie qu'il va diminuer le danger. Camille Grand. Dans cette affaire, il y a deux choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, Poutine était finalement assez content de voir les apprentis djihadistes daguestanais, tchétchènes, aller plutôt combattre en Syrie que de reprendre la lutte sur le territoire russe. En même temps, il est conscient, c'est pratiquement le plus gros contingent de djihadistes hors monde arabe en Syrie. Donc pour lui, il y a un vrai sujet et il y a l'idée qu'ils vont revenir. Il ne faut jamais oublier que la frontière entre la distance entre le Caucase et le nord de la Syrie, c'est 800 km. Donc on est c'est l'arrière-cour de la Russie d'un point de vue géographique. Est-ce que l'opinion russe peut se retourner contre cette expédition syrienne si ça fait des morts qui ne sont même pas des militaires? A fortiori parmi les civils. Oui. Alors la question, c'est que l'opinion russe, on l'a vu pendant la crise ukrainienne, est assez sensible en réalité aux morts. Il y a eu un des moments où Poutine a levé un peu le pied en Ukraine, c'est quand les comités de mères de soldats s'étaient réveillés et là il a senti avait donné des chiffres. Quand ce type d'ONG qui sont inattaquables et plutôt populaires en Russie se mettent en mouvement, c'est assez préoccupant. C'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Alors, dans le cas de la Syrie, on voit qu'on a un conflit qui est sans doute moins populaire que le conflit en Ukraine, qui avait un côté existentiel et où finalement la propagande de Poutine marchait assez bien auprès de sa propre population. Sur la Syrie, au fond, c'est plus difficile de vendre le fait qu'on envoie, pas les boys, mais les soldats de l'armée russe. De vendre des mariages mixtes, cette défense-là, ça joue un rôle. Il y a une communauté qui existe, parce que c'est vrai qu'il y a une population syro-russe réelle, et qu'il y a une communauté russe qui est présente en Syrie depuis des décennies, mais de là à en faire un vrai sujet, il a
essayé aussi le thème de la défense des lieux de la chrétienté. Et des valeurs occidentales. Donc il a joué sur plusieurs registres. Camille Grand, je ne suis pas certain que ça prenne. par rapport au bombardement et à l'opération militaire de Vladimir Poutine en Syrie, on a le sentiment qu'elle était dirigée plus pour soutenir Bachar el-Assad que pour combattre Daesh. Est-ce qu'il va devoir réviser ou est-ce qu'il sera forcé de réviser sa stratégie, ou en tout cas le but de guerre? C'est plus qu'un sentiment quand on regarde les frappes. On est à 90% de frappes qui tapent sur les rebelles syriens et pas sur l'État islamique. Le paradoxe de la situation actuelle, c'est que finalement l'État islamique, en revendiquant cet attentat et en faisant un attentat contre la Russie qui intervient, contre les croisés qui interviennent en Syrie, réussit d'une certaine manière à se poser en défenseur de la Syrie contre une invasion étrangère. Donc là, d'une certaine manière, l'État islamique fait d'une pierre deux coups. Il fragilise Sisi en disant la logique sécuritaire en Égypte ne marche pas et on peut mener des attentats. Et il se met en situation en Syrie d'être en quelque sorte le défenseur de la Syrie contre une invasion étrangère, alors que jusqu'ici, la particularité de l'État islamique en Syrie, c'était que c'était une organisation essentiellement composée de volontaires étrangers et pas de Syriens. De nationalistes. Oui, mais ça, il devient nationaliste. C'est plus le cas depuis un bout de temps maintenant. Il y a beaucoup de Syriens dans leur rang, mais il faut aussi quand même dire quelque chose. Oui. Ça veut dire, c'est vous qui conclurez. Si les Russes tapent surtout sur les rebelles, c'est pour des prérogatives militaires. Parce que c'est les rebelles qui menacent l'axe entre Damas, Hama, Homs et la côte. Donc d'abord, il fallait défricher, faire de la place. Exactement, faire une no man's land pour rendre les attaques des rebelles plus difficiles. Mais il faut dire aussi qu'ils n'ont pas réussi. Et les frappes contre l'État islamique, c'est accessoire, militairement parlant. C'est la conclusion pour ce soir, conclusion provisoire, on en a peur. Merci à tous les trois. L'émission continue avec Xavier Mauduit et Jean-Mathieu Pernin juste après Désintox. Ce soir, la brigade de vérification des faits revient sur la polémique lancée il y a quelques jours par Benyamin Netanyahou à propos du rôle du grand moufti de Jérusalem en 1941 et la Shoah. Un moufti palestinien a-t-il soufflé l'idée de l'Holocauste à Hitler ? Faire porter la responsabilité de l'Holocauste au grand moufti de Jérusalem qui aurait convaincu Hitler de massacrer les Juifs d'Europe, c'est ce que tente le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou en déclarant le 20 octobre dernier. Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs à l'époque, il voulait les expulser. Mais que dit l'histoire ? Le 28 novembre 1941, le grand moufti de Jérusalem se rend à Berlin où il rencontre Adolf Hitler. L'entretien dure un peu moins de 2 heures. Les deux hommes évoquent le ralliement des musulmans des Balkans au Troisième Reich. Benyamin Netanyahou n'a pas tort lorsqu'il dit qu'Hitler voulait expulser les Juifs hors d'Europe. Effectivement, dès ses débuts, le régime nazi va favoriser l'émigration des Juifs allemands grâce à l'accord de transfert de fonds à Havara avec la Palestine. Aussi, à partir de 1938, germe l'idée de déplacer 4 millions de Juifs d'Europe de l'Ouest sur l'île de Madagascar. Les nazis ne réussissant pas à prendre le contrôle des voies maritimes face au Royaume-Uni, l'idée échoue. De même, pour le plan d'abandonner les Juifs au fin fond de l'URSS s'ils venaient à vaincre l'armée rouge. En novembre 1941, donc, au moment de la rencontre entre Adolf Hitler et le grand moufti de Jérusalem, les massacres des Juifs d'Europe ont largement commencé dans les pays baltes. Au mois d'octobre, soit un mois avant, ce sera finalement le tour des Juifs d'Allemagne et d'Autriche d'être déportés pour être fusillés en Lituanie. Le Premier ministre israélien se trompe donc quand il laisse croire que l'Holocauste n'a commencé qu'après la rencontre avec le moufti. N'en déplaise à Benyamin Netanyahou, c'était bien un mois avant cet accord historique. Merci Désintox. Après Désintox, l'addiction totale à Jean-Mathieu Pernin et Xavier Mauduit. Bonsoir à tous les deux. On commence avec vous. Ricoré. François Hollande t'a visité. Et Carrie, à Corée. C'est ça. Bon, alors il était en Corée, François Hollande. Et ça vous a rappelé quoi, ce voyage ? Ça m'a rappelé une histoire de fleurs, oui. L'histoire de l'amiral Rose qui a envahi l'île de Ganghwa. Nous sommes le 17 octobre 1866 à l'ouest de la Corée. Ce jour-là, les marins français pillent le palais du gouverneur. C'est terrible. Et là, ils rapportent des trésors magnifiques, dont 297 manuscrits royaux. Alors vous allez me dire, mais que diable les Français allaient-ils faire dans cette Corée ? Eh bien, sous prétexte d'une expédition punitive, parce que quelques chrétiens auraient été massacrés, la France veut en fait sa part du gâteau asiatique, de force s'il le faut. Alors les manuscrits qui datent du XVIIe au XIXe siècle relatent les usages à la cour royale de Corée. Ils sont rapatrié en France et confié à la bibliothèque impériale, devenue depuis bibliothèque nationale. Bon, les Coréens râlent bien sûr, mais les Coréens sont tellement loin, on s'en moque. Tout change avec une histoire de train. En 1993, François Mitterrand veut vendre le TGV à la Corée. Et bon, pour se faire bien voir, il décide de rendre un manuscrit.
En 2010, Nicolas Sarkozy, en marge du G20, annonce la restitution du reste des manuscrits. Parfait, pourrait-on dire, oui, mais c'est complètement illégal. Et oui, parce que ces manuscrits appartiennent au Trésor national. Ils sont inaliénables, ni donnés, ni vendus. C'est le Trésor, quoi, c'est comme ça. Alors commence une incroyable danse diplomatique, une choré, quoi, qui se termine par un entrechat. L'attendez, le jeu de mots, le voilà. Un petit peu étrange. Il est chouette. Non, les manuscrits ne sont pas rendus. Ils sont juste prêtés pour 5 ans, renouvelables. Bon, là, personne n'est dupe. On les reverra jamais. Les conservateurs s'étouffent de rage. Mais est-ce bien grave, en fait? Ben oui, bon, c'est sûr que ça crée un précédent. Mais prenons l'exemple de la Joconde. Alors, la Joconde, elle n'a pas été volée. Elle nous a été apportée par Léonard de Vinci. Mais malgré tout, il y a des Italiens qui réclament son retour. La Joconde, c'est complètement surfait. Autant leur rendre. Allez hop. Un peu une indigestion de la Joconde, on l'a vu tellement partout. Il y a même eu un film représentant l'obsession de la Joconde que j'ai vu 2 fois. Ça me suffit pour la Joconde. Et elle a chaud au cul. Jean-Mathieu, bah oui Jean-Mathieu, je me tourne vers Arnaud, mais en fait c'est Jean-Mathieu. C'est vrai. Jean-Mathieu, le kebab, Exactement, le kebab. Alors je ne voudrais pas rouvrir la polémique, mais il faut le dire. Laquelle? Oui, la France est un pays de sauce blanche. Voilà, il faut le dire. Hein. Et ça plaît pas du tout à Robert Ménard, bizarrement. Le maire de Béziers, étiqueté Rassemblement Bleu Marine, a déclaré au magazine Envoyé spécial fin octobre, bon bah dans un pays quand on dit qu'il y a trop d'immigrés, c'est qu'il y en a trop. Et ben gastronomiquement parlant, quand on dit qu'il y a trop de kebabs, c'est qu'il y en a trop. Donc si on me demande d'ouvrir de nouveaux kebabs en centre-ville de Béziers, je m'y opposerai. Alors les restaurants kebabs seraient donc la tête de pont de l'invasion migratoire. Nos estomacs seraient abattardis par la mixité gastronomique toujours ouverte vers l'étranger. Bon, en fait, c'est une nouvelle provocation de Robert Ménard, puisqu'en fait, il n'y aurait qu'une dizaine d'échoppes Harissa Tomate Oignon à Béziers, mais ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Et il y a un internaute, Baptiste Fluzin, qui a décidé d'ouvrir une page Facebook afin de lancer le premier festival de kebab à Béziers. Et ça se déroulera même le 5 mai prochain. Alors, ça a très bien marché, puisque 50 000 personnes ont adhéré à sa démarche. La plupart, la majorité, ont compris l'humour de Baptiste Fluzin, mais certains ont pris vraiment ça au premier degré. Ils se sont dit, ah bah oui, mais c'est super ça. Attendez, un festival qui rend hommage au kebab, et ils n'ont pas du tout vu la démarche anti-Ménard derrière. Et c'est normal, puisque les Français sont dingues, ce sont des déglingos du kebab. Il y aurait 110 000 restaurants de kebab en France, il y aurait 310 millions de sandwichs turcs avalés par nos compatriotes en 2014. Combien ont été digérés? Bon, ça, on n'a pas encore les chiffres exactement. Mais est-ce que ce festival va se tenir? Eh bien, le site Combini a posé la question à Baptiste Fluzin. Alors là, il dit, bah, je ne suis pas vraiment sûr, en fait, d'organiser quelque chose, je ne me sens pas d'être responsable légal d'un événement, mais si les gens veulent venir le 5 mai pour célébrer le kebab à Béziers contre Robert Ménard, eh bien vous êtes les bienvenus. Alors c'est quand même une première de voir des opinions politiques encadrées par 2 tranches de pain kebab, finalement pour lutter et pour répondre à l'extrême droite française. Le kebab, c'est un peu le cocktail Molotov du 21e siècle, on vit vraiment dans un monde plein de surprises. Réaction? Je croyais que ça s'appelait un sandwich grec avant, mais ça a dû changer de nom, on dit les deux. Grec, turc, on adore. Merci mes amis, merci à tous les deux. 28 minutes est terminé, à suivre au service de la France franchouillarde avec les espions sans sas de la série de Jean-François Alain, entre décidément, OSS 117 et Mad Men. Et à minuit, les sorcières de Zugarramurdi, comédie gore d'Alex de la Iglesia. À demain avec le club, Pascal Blanchard, Anne-Elisabeth Moutet et un transfuge, Éric Nolot. À demain.